Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Et ce soir, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir mon amie, Madame la professeure Florence Askenazi, pour un sujet passionnant, passionnant à plusieurs niveaux. D'abord par nos pratiques quotidiennes, le psychotraumatisme, mais aussi parce qu'elle part d'une expérience redoutable, terrible, puisqu'elle a été au premier rang des événements du 14 juillet de Nice, avec le terrible attentat terroriste qui a coûté la vie à tant de personnes. Et par son centre de référence maintenant du traumatisme, elle suit toujours plus de 2500 personnes qui ont les séquelles psychotraumatiques de cet événement. Donc merci beaucoup Florence de nous aider à réfléchir ce soir. Donc bien sûr c'est toi qui parles, puis après on échangera avec vous, avec des micros qui vous seront distribués dans la salle pour vos questions. Allez, feu. Alors, je fais un autre détour en ma qualité de directrice de la Maison des Adolescents du Var, donc qui est l'organisme qui organise cette conférence. Donc, on en est au 4e épisode de notre cycle de conférences que l'on a nommé Université populaire de l'adolescent. Et on est extrêmement heureux de vous voir toujours nombreux à ces conférences. Malgré les difficultés de circulation aujourd'hui, bien, vous êtes là, donc merci beaucoup. Donc pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous êtes de moins en moins nombreux à ne pas nous connaître, la Maison des Adolescents de Toulon, située en centre-ville, accueille tous les adolescents varois de 11 à 25 ans ainsi que leurs familles. C'est un accueil inconditionnel et gratuit. On aura la chance en cours d'année 2024 de pouvoir également ouvrir une annexe à Draguignan. Donc ça permettra aux adolescents varois qui habitent un petit peu loin de notre préfecture de se rendre là-bas. Voilà, donc n'hésitez pas en tant que professionnel également à venir nous rendre visite, à nous contacter pour comprendre comment on travaille. Merci beaucoup et bonne conférence. Très bien. Alors, je voulais commode. Bien, merci. Je suis très contente d'être ici. Ce beau titre d'université populaire. Je suis contente d'être assise à côté de Marcel Ruffo, qui était mon maître aussi. Les années passent. Il était là pour ma soutenance de mémoire d'internat, pour ma thèse, pour ma soutenance de professeur agrégé. À l'époque, on était chez Jamais, vous vous souvenez? Et Martine, c'était... Voilà. C'était... Ça vous revient. Des moments très traumatiques, mais très féconds finalement, puisque nous nous retrouvons ici des années plus tard, tous ensemble. Et je vous remercie, professeur Bourgis, de m'accueillir dans votre belle ville de Toulon. Et en plus, ça sera l'occasion d'échanger, puisque nous sommes voisins et voisines. Et je crois que ce sujet du psychotrauma porte loin, porte autour de la Méditerranée en ce moment, beaucoup avec les problèmes de migration. Excusez-moi. dont nous pourrons discuter si vous voulez, parce que je n'ai pas fait un topo, mais ça me préoccupe énormément. Donc, je vous remercie de m'avoir présenté. Je vais dire quand même quelques mots avant d'introduire la conférence plus didactique, et puis aussi que je vais essayer d'illustrer avec quelques cliniques. Donc effectivement, comme le disait Marcel Ruffo, nous sommes retrouvés, mon équipe, moi-même et les équipes de secteur des Alpes-Maritimes, confrontés le 14 juillet 2016, plus exactement dans la nuit, donc le 17 juillet, 16-17 juillet 14-15 juillet 2016. Vous voyez le trauma, ça y est, c'est des troubles temporels, face à l'attentat de la promenade des Anglais, 86 morts, dont 15 enfants. Et nous avons reçu les premières victimes qui étaient à ce moment-là encore non médicalisées, puisque l'attentat s'est situé 100 mètres en face de l'hôpital
et les gens sont venus directement, adultes comme enfants, pour aller à notre rencontre dans des états catastrophiques. L'hôpital a été dans un état de guerre, notamment les urgences, quelque chose de totalement apocalyptique, comme on n'imagine pas dans notre pays. On n'imagine plus. Depuis, alors, j'ai pas une vision pessimiste des choses, hein, je préfère le dire. J'ai plutôt généralement une vision très optimiste. Mais depuis cette vague d'attentats terroristes beaucoup plus sévères, donc celle du 13 novembre à Paris, celle de Nice, et puis ensuite, d'une certaine façon, il y a eu la pandémie. Et il semblerait quand même que quelque chose soit en train de se transformer dans notre monde, qui se brutalise de plus en plus au quotidien et qui promeut des traumatismes cumulatifs. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que c'est mon nouveau sujet de travail et de réflexion. Quel va être l'impact de ces traumatismes cumulatifs sur les enfants et sur aussi, de fait, une grande partie de la société. Donc, je vais vous parler aussi des travaux de recherche que nous menons. Vous pouvez aller à la fois sur les publications qui ont été faites en français. Beaucoup sont en libre accès sur Internet. Et on a aussi des publications internationales avec des données plus dures qui permettent d'illustrer quelles sont les conséquences du psychotrauma chez l'enfant. Alors, aussi bien dans le domaine des suites de l'attentat du 14 juillet, mais maintenant nous avons dépassé, vous le verrez dans la conférence, et nous travaillons sur de multiples facettes du psychotrauma. Alors, moi, je m'intéresse plus au trauma qu'on appelle de type 1, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, ou de type 2, mais peu au trauma plus complexe, comme celui qu'on voit dans la psychiatrie, qui sont un grand souci aussi, les traumatismes complexes. Ce sont principalement les enfants de l'ASE. Donc, ce sera, moi, le sujet de la conférence aujourd'hui. Donc, j'ai intitulé mon exposé « Le psychotrauma de l'enfant, une problématique contemporaine », parce que, comme vous allez le voir au cours de l'exposé, le psychotrauma et ses conséquences et son impact implique les plus vulnérables et les plus fragiles d'entre nous, dont les enfants. Les enfants, c'est un enjeu aujourd'hui face au psychotrauma. On le voit tous les jours dans l'actualité, que ce soit dans la guerre en Ukraine, que ce soit ce qui s'est passé le 7 octobre et les conséquences à Gaza, que ce soit ici aussi en France. Aujourd'hui, dans la pandémie, c'est les enfants qui ont été finalement, et les jeunes adultes, les moins entendus, hein, le barrage des universités, c'était une véritable catastrophe. Donc le psychotrauma de l'enfant, du jeune adulte et du tout petit, c'est un enjeu pour notre société. Pourquoi ? Parce que nous allons le voir, je vais vous montrer les données là-dessus, le psychotrauma, c'est pas une affaire uniquement de l'aigu, c'est une histoire de long terme qui va se poursuivre pendant, malheureusement, pour certains d'entre nous. On ne sait pas pour quelle raison. Si on le savait, je pense que c'est une question de recherche qui pour moi est absurde aujourd'hui, parce que nous n'avons pas encore ni la méthodologie ni les outils pour y répondre. Eh bien, malheureusement, risque de concerner un certain nombre de personnes, une grande partie de leur vie, si ce n'est toute leur vie. Donc ça, c'est vraiment un enjeu, et y compris les enfants. Il faut sortir des schémas répétés et entendus pendant des générations que l'enfant va être beaucoup plus résilient que l'adulte. C'est une notion qui est fausse. Toutes les données d'épidémiologie démontrent que l'enfant n'est pas plus résilient que l'adulte. Alors enfin, avant de commencer la conférence, je voudrais vous dire que je suis aussi présidente d'un milieu associatif qui s'appelle ALTER, l'association Lien, Trauma et Résilience, qui est une association qui fédère des acteurs pluri- et interdisciplinaires dans le champ du psychotrauma. Et nous organisons, donc nous portons la notion de démocratie en santé, ce que vous faites ici aussi avec votre université populaire, nous sommes complètement en accord, de démocratie en santé et d'acteurs du rétablissement, c'est-à-dire comment impliquer le citoyen et pas uniquement le sanitaire pour ces problématiques. Alors, ça, c'est une discussion que nous pourrons avoir. En France, il reste encore de grandes réserves par rapport à ces questions. Pourtant, la plupart des pays, bien sûr anglo-saxons, mais aussi d'autres pays européens, aujourd'hui travaillent avec les citoyens, notamment dans la question du psychotrauma, qui, bien entendu, vous allez le voir, on
pour en parler, hein, pour moi en tous les cas, et mon expérience et ma pratique dépasse largement le champ du sanitaire. Là, vous n'avez pas de questions, on commence. Alors, on y va. Donc, les catastrophes... on m'a dit que j'avais 1 heure, alors du coup, je suis allée... j'ai déployé tranquillement. Les catastrophes collectives. Donc, comme je vous le disais, mais aussi les traumas de la vie intime. Alors, c'est pas pour rien que je l'ai noté comme ça, vont vraiment frapper les plus vulnérables de notre société. Et surtout, bien sûr, les populations les plus précaires. Pourquoi ? On va le voir, parce que plus on est précaire et plus on se retrouve en situation d'être impacté par la catastrophe collective. Et plus on va être impacté par la catastrophe collective, et plus on va devenir précaire du fait des conséquences des traumatismes. Donc c'est un cercle vicieux catastrophique pour ces populations. Donc, globalement, aujourd'hui, nous savons que le nombre de mineurs en danger augmente drastiquement. Il vient d'avoir un rapport qui est en ligne, qui a été fait par l'UNICEF à propos du nombre d'enfants notamment qui sont en danger dans le monde et qui montre combien il est en train d'imploser et pose un certain nombre de premières balises pour essayer de répondre à une population largement impactée. Donc vous pouvez il est très bien fait, vous pouvez le télécharger sur Internet. Donc globalement, ce qui est connu via l'OMS, c'est que 2/3 des moins de 16 ans auront vécu une expérience traumatique, et au-delà, 60% de la population mondiale, à ce jour, a été impactée par un psychotrauma personnel ou collectif. Ce qu'on peut dire, c'est que la plupart seront résilients, ça c'est la bonne nouvelle, résilients dans le sens très général, c'est-à-dire en langage globalisé. Alors on va discuter de l'impact de la culture. Prenons le langage globalisé. 70% seront résilients, ça veut dire 70% vont être dans ce qu'on appelle le recovery, c'est-à-dire ils vont retrouver leur état antérieur. Hein, c'est plutôt ça. Tandis que à peu près 30%, et ça c'est quand même la mauvaise nouvelle, vont développer ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, dont je vais vous parler. Alors, il ne faut pas prendre ça à la lettre, hein. C'est bien plus complexe que le trouble de stress post-traumatique, mais ça nous aide à conceptualiser ce qui se passe après un événement traumatique. Donc, je vous ai mis quelques résultats des études, ce qu'on appelle les études longitudinales prospectives chez le jeune enfant, parce que c'est un sujet majeur. Plus l'enfant est petit et plus il est vulnérable face au traumatisme. Donc, voyez-vous, eh bien, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les conséquences, surtout pour les petits, mais aussi pour les grands, pour les plus grands, eh bien, diffèrent selon le type de traumatisme que vous avez vécu. Et on voit bien que les traumatismes catastrophiques comme le 11 septembre dans les suites de New York, ou bien, donc les études elles sont principalement nord-américaines, on a peu de cohortes européennes et encore moins de cohortes françaises chez l'enfant tout petit, puisque la plus grande cohorte européenne c'est celle d'Utøya dans les suites de l'attentat en Norvège, et c'était des jeunes adultes. Et 2 ans après l'ouragan Katrina, on va en parler un petit peu de cet ouragan Katrina, 23% des enfants présentaient un trouble de stress post-traumatique. Donc là, c'est une catastrophe climatique d'immense ampleur, hein, c'est une des plus grandes qui ait eu lieu dans le monde, puisqu'il y a eu, de mémoire je crois, plus d'1,6 million de populations qui ont été déplacées dans les suites de l'ouragan, et je crois près de 1500 morts. Enfin, c'est une catastrophe épouvantable. Et là-bas, donc en Caroline du Nord, nous avons des collègues qui, de fait, ont travaillé de façon très rapprochée le psychotrauma collectif sous l'impact, enfin l'impulsion du professeur Scheringa.
Et ils ont vraiment publié des travaux qui sont très pertinents, très importants, notamment un livre qu'on peut trouver, vous le trouvez sur Internet, hein, vous pouvez le commander, il n'a pas été traduit en français, dans lequel se trouvent les premières échelles d'évaluation psychométrique qui permettent d'évaluer le trouble de stress post-traumatique chez l'enfant. En quoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça permet d'avoir une évaluation, donc une connaissance pour un grand nombre de populations de ce qui se passe après une catastrophe collective, et non pas sur un petit nombre. C'est-à-dire qu'on va avoir une vraie vision des conséquences de ce type de traumatisme. Donc là, je vous ai mis ça aussi parce que c'est un vrai sujet contemporain. Il y a encore peu d'études, et vous imaginez pour quelles raisons. Les lobbies médiatiques derrière ne font rien pour qu'il y ait des études sur ce sujet, comme à l'époque il n'y avait pas d'études pour le tabac. C'est un peu le même genre d'histoire. La couverture médiatique des psychotraumas est de plus en plus importante. Donc on le sait, vous le savez ici, tous ceux qui travaillent avec l'enfance, on dit à tous les parents d'éviter de laisser les enfants seuls face à la télévision, mais on peut toujours le dire, malheureusement c'est ce qui se passe, parce que plus les familles d'ailleurs sont dans des états de précarité ou dans des états de précarité psychique, c'est-à-dire ont été eux-mêmes impactés, plus il y a une fascination pour ces images qui tournent en boucle à la télévision et qui vont donc contaminer au sein de la famille ou au sein de l'école les enfants et les parents. Donc ça, c'est un vrai sujet de recherche et un vrai sujet de société aujourd'hui, cette couverture médiatique majeure et ces images terribles sur les catastrophes collectives. Alors là, je vous ai mis comment on peut essayer de conceptualiser les clés qui nous permettent de comprendre pour l'ensemble de la société comment on peut saisir les violences et les catastrophes collectives. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact va être modifié selon le degré d'exposition. C'est une réalité, mais qui n'est pas tout à fait juste, qu'il faut moduler. Par exemple, dans nos travaux, nos études, ce que nous montrons, c'est que la peur subjective qu'ont ressentie les enfants est tout aussi importante, voire plus importante que le degré d'exposition réel. Alors, par exemple, en France, le 14 juillet, vous savez que pour les victimes de catastrophes collectives, nous avons un système unique au monde qui s'appelle le fonds de garantie. Le fonds de garantie, c'est une ponction sur vos assurances. Chaque fois que vous payez votre assurance, il y a 1 euro qui part pour le fonds de garantie. Le fonds de garantie indemnise les victimes du terrorisme. Sur quels critères? Le premier critère, c'est le degré d'exposition. À Nice, par exemple, les gens qui étaient sur le trottoir de droite ont été indemnisés, mais pas ceux qui étaient sur le trottoir de gauche. Alors après, il y a des expertises psychiatriques, etc., pour les enfants, pour les familles, c'est plus subtil que ça. Mais un des premiers critères, c'était de savoir sur quel trottoir vous vous trouviez ce soir-là. Alors nous, ce qu'on a montré dans notre étude, vous verrez, c'est que le degré de subjectivité, c'est pour ça que l'impact des médias pose question, est tout aussi important que le degré d'exposition réelle. Alors les expositions cumulées, on sait aujourd'hui, toutes les études le montrent, plus vous allez être exposé à des traumatismes et plus le risque de développer des conséquences est important. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Le niveau développemental, c'est une clé. C'est-à-dire que moins vous avez de capacités cognitives, de capacité de vous défendre face au traumatisme, et plus le risque de conséquences est élevé. Le deuil, c'est un sujet aussi qui est assez peu étudié. Le deuil traumatique, c'est quelque chose qui existe dans notre clinique. Ce sont des enfants, et nous en avons vu beaucoup, qui ne peuvent pas faire le travail de deuil parce que ce sont des deuils qui ont été imprévisibles, qui sont venus faucher un enfant dans un moment où il n'était pas du tout préparé à vivre ça. À ce moment-là, il va y avoir effectivement des réminiscences permanentes et surtout une très mauvaise relation aux parents perdus.
L'enfant endeuillé dans un deuil traumatique, ce qui le caractérise, si vous en rencontrez, c'est qu'il n'arrive pas à être en relation avec le parent mort dans quelque chose de positif, d'agréable. C'est-à-dire cette question continue à le tarauder, pourquoi il est parti, pourquoi il est décédé. Et puis, il y a des constructions qui sont très négatives autour. Ça, c'est vraiment caractéristique du deuil traumatique. Ça va impacter la vie de l'enfant, ça va impacter la vie de sa famille, et ça va impacter évidemment sa vie à l'école, sa vie sociale et sa vie de futur adulte. Ça, c'est un sujet qui est majeur. Alors, le rôle critique des rappels traumatiques, nous on le voit sur les enfants qui ont été impactés le 14 juillet, et puis pour d'autres traumatismes, parce que depuis le 14 juillet 2016, nous avons eu d'autres attentats dans la ville de Nice, notamment l'attentat de la basilique, qui vient d'être jugé, de la basilique... je ne sais plus comment ça s'appelle. Notre-Dame, tout simple. L'attentat de la basilique Notre-Dame, surtout les catastrophes climatiques qui se sont enchaînées, notamment celle de l'arrière-pays niçois. Et donc, à ce moment-là, vous avez le traumatisme cumulatif et le rappel. C'est-à-dire, les rappels, c'est le procès, par exemple, du 14 juillet. Là aussi, il y a vraiment des interrogations à nous poser en tant que société et citoyens. Vous savez que la mémoire du traumatisme, c'est une question de société depuis très longtemps. Et c'est très important qu'il y ait des mémorials, qu'il y ait des musées de l'histoire du traumatisme, qu'il y ait des procès, qu'il y ait des commémorations. On a commémoré tous les ans l'attentat, on continue à le commémorer. Mais pour les victimes, c'est un moment traumatique supplémentaire. Et le procès, alors on a une petite étude qui va être publiée, que nous avons fait sur les enfants au moment du procès, qui montre qu'un certain nombre d'enfants, toujours de la même façon, les plus vulnérables suite à un certain nombre de facteurs, ont réactivé des symptômes de stress post-traumatique au moment du procès de l'attentat. Donc, comment accompagner dans ces moments-là? En tout cas, ce sont des moments charnières pour nous tous. Alors, j'ai mis aussi ce que j'appelle le niveau du bouclier social de protection. C'est-à-dire que moins la société sera protectrice, moins la société sera solidaire, sociale, et plus les conséquences du psychotrauma seront importantes. Toutes les études de médecine, d'épidémiologie, de sociologie confirment ces données-là. Donc si on se base, et on discutera après de la culture, sur une approche globalisée de l'impact du psychotrauma de l'enfant, ce qu'on peut dire, c'est que pour tous les enfants du monde, d'une certaine façon, en tous les cas, c'est ce que semblent montrer les travaux de l'UNICEF, eh bien, pour tous les enfants du monde, il va y avoir des modifications dans sa perception de ses émotions et de ses affects. Les enfants qui ont été impactés par des grands traumatismes collectifs ne verront plus de la même façon eux-mêmes, mais aussi le monde et puis l'avenir qu'ils peuvent construire dans ce monde-là. Les attachements, ce qu'on appelle l'attachement sécure, c'est-à-dire la capacité d'être en lien avec l'autre dans une confiance. On a tous notre base de sécurité pour vivre. On vit avec une base qui est faite de quelques personnes, d'un endroit, d'une ville, d'un métier, d'amour, d'histoires agréables. Eh bien, pour ces enfants-là, cette capacité à s'appuyer dans les moments les plus douloureux ou les plus difficiles de la vie sur cette base sécure sera beaucoup plus compliquée. Alors, j'essaie de le dire avec des termes simples, parce que ce sont des notions qui sont quand même très complexes sur le plan psychopathologique. Et moi, je dirais, pour moi, ça m'interroge énormément parce que quand on apprend aussi que lorsqu'un enfant a vécu des traumatismes collectifs très violents, ça va modifier sa capacité à faire confiance dans l'autre. Quand on sait que la méfiance, ça y est pas dans le DSM, mais nous on travaille tous les jours avec ça, qu'un enfant qui est méfiant, c'est déjà un signe psychopathologique très inquiétant. Naturellement, si l'attachement est de bonne qualité, on va avoir confiance dans l'autre, on va pouvoir prêter à l'autre des qualités. L'enfant a besoin de ça pour se développer. Eh bien, ces enfants-là,
développe de la méfiance. On voit les conséquences que ça peut avoir sur l'ensemble de la société aussi. Ça va affecter le sentiment de sécurité. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants, alors ça c'est aussi un symptôme du trouble de stress post-traumatique, qui par la suite avaient peur de sortir, avaient peur de ne pas être protégés par leurs parents, avaient peur qu'il arrive quelque chose à leurs parents, comme dans les angoisses de séparation en psychiatrie. Donc là, ça affecte très grandement le sentiment de sécurité des enfants. Un impact sur la capacité à faire face au changement de la vie. Ça aussi, c'est très très douloureux parce que, en plus, nous sommes dans une société qui va nous demander de plus en plus une capacité d'adaptation et de changement. Et les personnes qui ont vécu des traumatismes et qui ont du mal à s'adapter aux nouvelles conditions de vie, eh bien, sont défavorisées par rapport aux autres, n'ont pas les mêmes chances que les autres pour aller sur leur parcours de vie. Bon, ça change la manière dont le cerveau fonctionne. Je ne vous en parlerai pas parce que ce n'est pas ma spécialité, mais ça a maintenant de nombreuses études le montrent et j'aime pas parler de ce que je ne connais pas suffisamment bien. Mais beaucoup d'études montrent très clairement que l'impact du psychotrauma, que le psychotrauma a un impact sur le fonctionnement cérébral. Il y a eu une étude de grande ampleur qui a été réalisée sur les victimes du 13 novembre, une publication qui a été faite dans Nature sur ce sujet à propos d'IRM fonctionnel, qui ont montré très clairement qu'une mémoire traumatique s'installait sur une grande majorité des victimes et modifiait le fonctionnement de leur cerveau. Alors pour faire simple, d'une certaine façon, la mémoire traumatique qui malheureusement se révèle par des modifications cérébrales, c'est une mémoire qui tourne en rond. Et on le voit sur les images d'ailleurs. Enfin, c'est une mémoire qui revient toujours au même point, malheureusement. Et le même point, c'est le traumatisme. Et bien sûr, on le sait, aujourd'hui, le trauma impacte les étapes du développement de l'enfant. Donc, dans le développement de l'apprentissage, dans les suites d'un psychotraumatisme pour l'enfant, au-delà du trouble de stress post-traumatique, parce que le trouble de stress post-traumatique va affecter la moindre partie de ces enfants-là. Mais pour la majorité des enfants, ils peuvent développer un certain nombre de symptômes qui ne sont pas visibles au premier plan. Des difficultés de concentration ou de mémoire, des difficultés d'attention, la difficulté à résoudre des problèmes. Tout ça, ce sont des problèmes de développement de l'apprentissage qui font suite malheureusement à des traumatismes, des difficultés pour traiter l'information et les difficultés d'organisation de l'apprentissage de nouvelles informations. Voilà, une fois qu'on a listé ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des enfants qui ne sont pas préparés pour être en société, qui sont mal préparés pour être performants à l'école comme on le demande tous les jours aux enfants, qui sont mal préparés pour répondre à leurs camarades, qui sont mal préparés même pour vivre dans les activités que l'on leur bombarde aujourd'hui et qui sont nécessaires au développement de l'enfant. Donc, c'est des enfants qui ont besoin d'être accompagnés dans différentes sphères. Vous voyez, le psychotrauma, ce n'est pas uniquement le sanitaire, c'est aussi le cognitif, on le voit, mais aussi le social, différentes sphères de leur fonctionnement. Alors là, je vous ai mis cette diapositive aussi parce qu'on parle, vous voyez, du psychotrauma, du trouble de stress post-traumatique, mais on a vu avec la pandémie de Covid-19, le symptôme le plus fréquemment associé chez les enfants aux conséquences psychiques de la pandémie, c'est le stress. Le stress et l'anxiété, mais pas le traumatisme. En tous les cas, c'est ce que disent les études, c'est comme ça que c'est véhiculé. Mais ce stress et cette anxiété, c'est pas anodin. Ça a des impacts qui sont non négligeables pour les enfants. C'est des enfants qui peuvent être coléreux. C'est des enfants qui vont être opposés aux directives des adultes. C'est des enfants, on le disait tout à l'heure, qui vont être beaucoup plus méfiants, qui vont avoir des troubles du sommeil, qui vont être irritables, qui vont avoir des difficultés de concentration. Et surtout, des enfants qui ont une grande négativité. C'est-à-dire qui croient moins dans la capacité à ce que les adultes leur offrent un avenir qui soit meilleur que celui de leurs parents. C'est quand même ça. Un enfant, c'est avoir un avenir qui sera mieux que celui de son père ou de sa mère.
surtout sur les populations précaires. Et la Covid-19, bien entendu, elle a pas impacté elle a moins impacté les familles, sauf quand elles étaient dysfonctionnantes, qui habitaient les grandes villas sur le bord de mer ou sur les collines, que les gens qui étaient dans les tours des HLM. Hein. Faut quand même le dire. Alors ça, pour dire que le sentiment de détresse ne veut pas dire psychopathologie. Alors je dis ça pourquoi ? Parce que c'est un peu chose que j'essaie de soutenir. Tout le monde n'est pas d'accord, mais bien entendu, la détresse, ce n'est pas de la psychiatrie ou de la psychopathologie, enfin de la psychiatrie. Si vous voulez, le trauma, ça m'a appris une grande leçon. Le trauma, il déculpabilise les familles, il déculpabilise l'enfant, il déculpabilise tout le monde. C'est-à-dire, ce que vous vivez, c'est pas intrinsèquement lié à vous, c'est lié d'abord à un événement. Et c'est pas de la psychopathologie, même si ça en devient. Ça va en devenir. Mais c'est pas une psychopathologie inhérente à la façon dont vous fonctionnez avec vos parents. C'est pas une psychologie inhérente à ce que votre grand-mère, parce que votre grand-mère était bipolaire. C'est parce que vous avez vécu un événement traumatique très invalidant. Bien sûr que tout le reste compte aussi, ça existe, il ne faut pas le nier. Mais l'existence de cet événement traumatique permet un abord de la détresse qui est complètement différente, ça décale de ce que nous avons l'habitude de faire en psychiatrie. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc on ne peut pas les considérer comme des choses équivalentes, il faut être très prudent. Si vous recevez des enfants qui ont vécu des événements traumatiques collectifs très violents, attention, ils présentent des symptômes, mais voilà. Alors ça, c'est d'autant plus important. Alors en France, un peu moins, parce qu'au moins, il y a une culture de la psychiatrie qui reste très relationnelle, issue, fort heureusement, de la psychanalyse, de la psychopathologie et de la psychodynamie. Mais comme vous devez le savoir, ça se perd de plus en plus. En tous les cas, ça se perd dans le monde entier. Et qu'est-ce que font les psychiatres aujourd'hui ? Beaucoup de pédopsychiatres dans le monde entier, ils donnent des médicaments. Donc, le traumatisme, ça reste quand même, aujourd'hui, en tous les cas en pédiatrie, de l'ordre du relationnel, même si maintenant, il y a les psychodysleptiques qui arrivent aux États-Unis à toute vitesse. On en parlera si vous voulez. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous en dire un mot. Donc, s'il y a détresse, ça veut dire qu'on ne va pas obligatoirement intervenir en santé mentale. Et surtout, la détresse, c'est une défense qui est appropriée face au traumatisme. Nous allons tous vivre de la détresse. Donc, elle peut être soulagée par le soutien social. Et le premier secours psychologique est très important. Alors là, je fais un petit détour pour le traumatisme. Je pense que peut-être certains d'entre vous y participent aux cellules d'urgence médico-psychologique. Est-ce qu'il y a des... Voilà. Alors les cellules d'urgence médico-psychologique, c'est comme le fonds de garantie, c'est une spécialité française que le monde entier nous envie. Pour preuve, j'étais aux États-Unis il n'y a pas si longtemps. Quand on fait une présentation aux États-Unis, un Français, on est quand même dans nos petits souliers. Et lors de la discussion, la première question que j'ai eue, c'est comment vous... Alors, j'étais persuadée qu'on était vraiment des nuls, qu'ils étaient supérieurs, qu'ils étaient formidables, etc. Première question d'Américain, comment vous arrivez en France pour faire aussi bien ? Expliquez-nous ce que vous faites. Et donc, ce qu'ils ont retenu, quand même, je le dis, ça fera plaisir à Madame Prieto et puis à toute l'équipe, c'est que nous sommes quand même très forts pour répondre dans l'aigu, très très forts. Alors que dans la plupart des pays, c'est extrêmement difficile, parfois complètement désorganisé. Par exemple, dans les suites de la catastrophe du Toya, hein, c'est cette tuerie qui a été réalisée par un gars d'extrême droite sur des jeunes étudiants sur une île, énormément de morts. Les Norvégiens étaient complètement désorganisés. Ils n'ont pas été en mesure de produire les premiers soins aigus. Ils ne savaient pas le faire. Alors depuis, ils se sont organisés, hein, bien mieux que nous, surtout pour le long terme, mais ils ont des taux de TSPT qui défient toute concurrence sur leurs jeunes adultes. Donc ça, c'est très très important et c'est un modèle qui s'exporte bien, même si il n'est pas vraiment adapté aux autres cultures, puisque dans les autres cultures, comme je le disais tout à l'heure, l'habitude, c'est de travailler avec les citoyens. Hein, c'est communautaire et citoyen. Qui est une spécificité française que nous n'avons pas. Mais voilà, je pense qu'elles peuvent se rencontrer.
Donc le soutien, ça c'est très important, bien entendu. Alors, on va passer à plus lourd, ce fameux trouble de stress post-traumatique, qui est, on peut dire, le maître étalon pour comprendre le psychotrauma et ses conséquences. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas le comprendre comme étant une pure vérité. C'est ce qui va, c'est le point de normalité, le point central. Et à partir de là, beaucoup d'autres symptômes, beaucoup d'autres psychopathologies, quand on est arrivé à un niveau de psychopathologie, vont s'exprimer pour les enfants. Donc là, on va rentrer plutôt dans la deuxième partie de la conférence, où je vais m'intéresser quand même à mon métier, qui est de traiter les enfants qui, dans les suites d'un événement traumatique, ont développé de la détresse et puis, malheureusement, une psychopathologie. C'est ce qui va nous concerner, nous, les pédopsychiatres. Et donc, prenons ce trouble de stress post-traumatique. Qu'est-ce que c'est ? C'est une entité qui a été décrite dans le DSM-3 dans la fin des années, début des années 80 et qui fait conséquence aux travaux qui ont été réalisés aux États-Unis sur les soldats qui revenaient du Vietnam, les vétérans. Donc, vous voyez, c'est pas tellement approprié à l'enfant, mais vous allez voir, même si c'est pas tellement approprié à l'enfant, que finalement, on le retrouve chez les enfants. Alors ça, c'est une grande question clinique pour les psychiatres. Pourquoi on retrouve finalement de façon aussi constante ces symptômes qui ont été étudiés d'abord chez les vétérans? Moi, ça me pose vraiment de grandes questions. Alors, ces symptômes, ils forment ce qu'on appelle un carré symptomatique. Donc, les symptômes d'altération négative des cognitions et de l'humeur. Donc, vous voyez que c'est le pseudopode de la détresse. La détresse donne des troubles de la concentration, des difficultés d'altération de la cognition, on l'a vu tout à l'heure. Et si ça se chronicise, s'il n'y a pas les bonnes réponses, ou si pour des tas de raisons, l'enfant n'est pas en capacité de faire face à cette détresse, de l'affronter, de la dépasser, eh bien, il va développer malheureusement des symptômes de ce type-là qui vont perdurer, qui vont se chroniciser. Les symptômes de réexpérience, un symptôme de réexpérience, c'est le cœur vivant du trouble de stress post-traumatique. Ce sont des enfants, et combien j'en ai vu, qui presque vont se désorganiser psychiquement quand ils sont à nouveau confrontés à l'expérience traumatique. Ça, cliniquement, je trouve que c'est vraiment très fort. Il se trouve que je travaillais avant déjà cette question. Je ne sais pas si M. Ruffo était là quand on avait déposé des mémoires sur les hallucinations chez les enfants endeuillés. Mais c'est une question qui déjà me travaillait depuis très très longtemps. Quelle était la différence entre la réexpérience traumatique, l'hallucination et puis l'hallucination psychotique? C'est quand même une question clinique pour tous les psychiatres. Les symptômes de réexpérience, c'est terrible. Ça va prendre l'enfant... de façon caractéristique, l'enfant vous raconte que tout d'un coup, il est dans la salle de classe, tout va bien. Et puis, alors lui, il n'associe pas. Ça, il faut bien le noter. Il va y avoir un bruit dans la cour de récréation, le bruit d'une voiture qui va passer, mettons pour Nice. Et de façon caractéristique, c'est très étonnant ce que j'ai pu voir. Nombre d'enfants qui avaient des réexpériences traumatiques parce qu'ils voyaient un petit camion blanc. Le petit camion blanc, ça a été... un truc qui a pris une proportion extrême pour tous ces enfants-là. Un camion de livraison qui rentre dans la cour de l'école et la petite fille, tout d'un coup, sans raison, est envahie à nouveau par les images traumatiques. Et chez un enfant petit, des images traumatiques, surtout dans un truc aussi violent que ce qui s'est passé sur la promenade des Anglais, c'est des images... abominable, de barbarie inimaginable. Donc, elle est envahie par quelque chose, elle ne sait pas ce que c'est, et ce qu'elle montre, c'est des symptômes presque de désorganisation qui sont très, très difficiles à comprendre pour des psychiatres, et pour les parents, et pour les enseignants. Donc ça, c'est vraiment le cœur vivant de la réexpérience, la reviviscence traumatique, elle vient, elle surprend à n'importe quel moment le sujet, C'est quelque chose, mais qui vient de notre propre intérieur. C'est pas du tout le même fonctionnement que pour les hallucinations.
Les symptômes d'évitement, moi j'en ai eu, je peux vous le dire. D'ailleurs, j'en ai toujours. Je vais rarement, quand je commence un peu à refaire les soldes, mais je vais rarement. Ça va mieux depuis 1 an ou 2. Mais pendant quelques années, j'allais peu sur la promenade des Anglais et surtout très peu dans le centre-ville de Nice. J'allais sur les villes à côté. Je pouvais aller à Paris, bizarrement, alors qu'il y a eu des attentats. Mais à Nice, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Donc les symptômes d'évitement, tout le monde peut en avoir. Alors, pour avoir le trouble de stress post-traumatique, il faut tout avoir, bien sûr. Il faut avoir les 4 parties. Symptômes d'évitement chez un enfant, c'est catastrophique. Et alors, je ne vous dis pas dans des catastrophes collectives, quand il y a l'enfant et les parents. C'est des gens qui ne sortent plus de chez eux. Et quand, quelques années après, 4 ans après, alors qu'ils ne sont pas guéris, il y a la pandémie où on leur dit « vous vous bouclez parce que si vous sortez, vous allez attraper une maladie ». Donc, on a réamorcé des choses qui ont été extrêmement difficiles. Les symptômes d'altération de l'éveil et de la réactivité, en gros, c'est les symptômes anxieux, et surtout les symptômes physiques anxieux. Alors, il y a un grand manque dans le trouble de stress post-traumatique, un très très grand manque sur lequel nous travaillons, on va publier dessus d'ailleurs. Scoop, ça a été accepté hier. Les symptômes somatiques associés au trouble de stress post-traumatique sont très importants. Ils ne sont pas décrits dans la littérature de façon classique aujourd'hui. Alors que tout le monde sait que l'enfant va exprimer aussi des symptômes somatiques. Ça, c'est un point qui, moi, je trouve est révolutionnaire et très intéressant pour les psychiatres. C'est pas séparer du corps ce qui se passe pour un enfant, du tout. D'où l'importance de travailler avec les pédiatres, d'où l'importance de regarder si l'enfant que vous voyez ne souffre pas de mal au ventre, d'asthme, et de penser à relier les symptômes entre eux. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, pour revenir au classique, le carré symptomatique, s'il dure plus d'1 mois, c'est un trouble de stress post-traumatique. S'il dure moins d'1 mois, c'est un trouble de stress aigu. On rentre dans la catégorie précédente. Après 1 mois, classiquement, alors ça peut être beaucoup plus long. La temporalité traumatique, ça, c'est un résumé qui réduit la complexité de la clinique. Ça peut être beaucoup plus long, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, le déclenchement du TSPT. Ça peut être 1 an ou 2 ans. Donc, il faut y penser, c'est-à-dire qu'il faut avoir une veille syndromique quand il s'est passé quelque chose dans une ville. Il faut penser à interroger les gens, les enfants, les familles, de savoir si ils n'étaient pas à ce moment-là sur le lieu du drame, enfin de la catastrophe, et regarder si les symptômes ne sont pas reliés à ça, parce que ces symptômes-là peuvent paraître pour d'autres symptômes. Surtout les troubles associés, je n'aurai pas le temps de vous en parler. Par exemple, nous, on a vu énormément de TDAH-like, c'est-à-dire d'enfants qui présentaient des syndromes TDAH dans le cadre du psychotraumatisme. Voilà. Alors, un petit détour... Donc, je vous renvoie à cet ouvrage que je trouve très éclairant, malheureusement pas traduit en français, qui a été écrit par un sociologue canadien de McGill University. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit donc que la révolution du trouble de stress post-traumatique, c'est qu'un événement qui s'est produit sur quelqu'un qui, a priori, n'avait pas vocation à développer de la psychopathologie, va produire une maladie psychiatrique. On est d'accord ou pas d'accord ? Simplifions les choses, disons que le TSPT est une forme de maladie psychiatrique. Donc, la première maladie de l'événement, lorsqu'on est confronté à un risque de mort imminente, une maladie de la temporalité, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est confirmé par les études en neuroimagerie. Le trouble de stress post-traumatique, c'est aussi une maladie du temps, de la temporalité, de la mémoire traumatique. Eh bien, du fait de l'existence du trouble de stress post-traumatique, c'était quelque chose qui, jusqu'aux années 80-90 du siècle précédent, n'était pas considéré. Ne considérait pas l'existence de la mémoire traumatique, c'est-à-dire qu'on pouvait réexpérimenter quelque chose. Les seuls qui le portaient, c'était les freudiens de la première époque de Freud, d'avant 1920, c'est-à-dire
de l'existence d'un vrai traumatisme qui avait pu se produire dans l'enfance et réinduisait des symptômes névrotiques beaucoup plus tard. Et tout ça a été balayé et n'était plus du tout pris en compte. Et c'est revenu sous une forme complètement différente. Alors bien sûr, ça porte beaucoup de contradictions, beaucoup de questions. Je vous en ai mis 2, mais on peut en poser bien plus. La première qui n'est pas écrite, on y reviendra, c'est que, je dois le dire plus tard, mais je vais le dire maintenant, le trouble de stress post-traumatique, moi, ça pose un très très grand problème, puisque je vous ai montré des données globalisées. Mais bien entendu, il n'est pas question de penser qu'on va vivre un traumatisme collectif de la même façon lorsqu'on habite au Sénégal, lorsqu'on est migrant qui est passé par la Syrie, lorsqu'on est aux États-Unis, en France ou lorsqu'on est au Vietnam. Et je pense aux premiers qui ont été étudiés par les Français, qui sont les enfants qui revenaient des boat people. Donc la culture, c'est quand même très important aussi pour comprendre l'expression du traumatisme. Alors ce qui s'est passé avec l'avènement du DSM et du trouble de stress post-traumatique, c'est que dans certaines cultures, je peux vous dire parce que je travaille avec une anthropologue sur cette question, ce qu'elle a observé, puisque les anthropologues ils se déplacent dans les pays, hein, ils vont vers les populations, c'est que le trouble de stress post-traumatique, par exemple au Vietnam, après les massacres, eh bien, le Vietnam, c'est un pays qui s'est finalement, paradoxalement, très américanisé hein, dans sa conception de la médecine, en tous les cas. Eh bien, la culture des morts, telle qu'elle était avant, n'est plus du tout entendue, n'est plus connue. On ne parle plus que de troubles de stress post-traumatique. Donc, ça a effacé les éléments culturels profonds qui modifient la façon dont une société fait face au traumatisme. C'est une vraie question que nous devons nous poser. En France, il y a beaucoup de résistance face au DSM, mais il ne faut pas s'imaginer, dans quelques années, ce sera lui qui sera prépondérant aussi. Il faut bien garder en tête qu'il y a des différences culturelles qui vont se manifester dans les familles et pour les enfants, qui vont nous aider. Nous, on a besoin de les connaître pour savoir comment aborder les enfants, leur parler et les traiter. Alors je dis ça parce que je crois que c'est important quand on fait du psychotrauma, on y reviendra, c'est aussi d'avoir des consultations transculturelles, enfin d'offrir une palette de soins dont la consultation transculturelle. Donc il uniformise les personnes touchées et puis il y a cette fameuse reconnaissance dont je vous parlais du statut de victime qui est fondé maintenant quand même sur le trouble de stress post-traumatique. Aux États-Unis, on ne parle pas de victimes, ni même ailleurs dans le monde. On parle beaucoup de survivors. Et donc, ça pose la question, d'une certaine façon, Cyrulnik pose la question de la résilience, c'est-à-dire un processus dynamique. Nous, on voit beaucoup de victimes qui n'arrivent pas à être dans ce processus dynamique, qui restent complètement figées dans ce statut-là. Et plus on va leur dire qu'ils ont un trouble de stress post-traumatique, plus on les enferme dans quelque chose qui pose vraiment question dans la façon dont nous nous positionnons vis-à-vis d'eux. Donc ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Alors pour revenir à la pédiatrie, donc moi ce que j'aimerais souligner, je vous l'ai déjà redit, tous les enfants de 0 à 18 ans peuvent souffrir d'un trouble de stress post-traumatique, mais pas uniquement. Beaucoup d'autres troubles peuvent être en jeu, des troubles anxieux, les troubles du sommeil, le TDAH, les troubles dépressifs majeurs notamment, et il va y avoir des conséquences à moyen et long terme. À ce jour, pour les tout petits, il n'y a pas d'études qui permettent de savoir quelles sont les conséquences au-delà de 2 ans après la catastrophe. Il n'en existe pas. J'espère que nous arriverons, dans mon grand délire de psychiatre, après la catastrophe du 14 juillet, j'ai déposé un projet pour suivre l'enfant jusqu'à l'âge de 25 ans. Alors là, tout le monde m'a dit, mais pourquoi l'âge de 25 ans? C'est débile. Et la question la plus intéressante, ça a été, qu'est-ce qui va se passer quand vous serez à la retraite? C'était la préoccupation principale. Bon, là, on a obtenu des financements, on va voir. En tous les cas, pour l'instant, nous continuons à suivre notre cohorte d'enfants et j'espère que nous aurons, dans quelques années, d'autres résultats encore à donner.
Donc, les conséquences sur la vie de l'enfant sont reconnues, mais ce qui est très important pour faire du trauma pédiatrique, c'est de bien comprendre que l'enfant n'est jamais seul. On le sait en psychiatrie de l'enfant, hein. Tous ceux qui font de la psychiatrie de l'enfant savent qu'on ne peut pas traiter un enfant tout seul, il est avec ses parents, au-delà avec son environnement, et ce sont des facteurs de risque principaux. Chez l'enfant, ce qui va poser problème dans le trauma, c'est son accès aux soins. Très très difficile, puisqu'il est d'autant plus difficile qu'il est souvent lié à des parents, dans les catastrophes collectives en tous les cas, qui sont eux-mêmes très fragilisés et qui ont de très grandes difficultés à aller vers les soins. Donc chez l'enfant préverbal, eh bien sûr que là, chez l'enfant préverbal, pour le psychiatre, c'est un casse-tête, puisqu'il a très peu d'accès à ses capacités de symbolisation et d'élaboration, et surtout de mise en lien de ce qu'il a vécu avec ce qu'il exprime comme symptômes. Donc la plupart des reviviscences vont s'exprimer de manière plutôt sensorielle dans leur corps. C'est pour ça que je vous disais les symptômes corporels somatiques d'appel sont très importants, comme l'asthme et les maux de ventre, mais aussi des expressions qui peuvent être plus sensorielles, avec des douleurs dans les mains, dans les bras, des difficultés à marcher. Mais alors, comme on sait que la sensorialité est très importante, ça peut être un abord thérapeutique qui est vraiment passionnant chez les tout-petits pour les aider à tolérer leur reviviscence. Hein, c'est-à-dire travailler avec des tambourins, travailler avec comme on fait dans l'autisme, avec des matières dures ou molles que l'enfant va toucher. Eh bien, tout ça, ça marche très très bien. Les chambres sensorielles, nos Hélène, ça marche aussi dans le psychotrauma de l'enfant tout petit. On sait aussi aujourd'hui, et bon, on a eu quelques cas que nous suivons, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez nombreux pour avoir des conclusions qui seraient trop hâtives. En tous les cas, sur quelques études qui ont été faites dans les suites du 11 septembre à New York, on sait qu'il y a un impact sur les fœtus directement, et notamment malheureusement sur les cognitions, avec un risque très important de diminution du QI de l'enfant par la suite. Alors là, je vais passer assez vite parce que comme c'est filmé, c'est la photo d'un symptôme très classique dans notre métier, qui s'appelle le jeu répétitif. Tous ceux qui sont thérapeutes, à un moment de leur vie de thérapeute, ont dû vivre avec un enfant ces moments qui paraissent si lassants, où il répète en permanence toujours la même scène de jeu. Alors, moi, je travaille avec très, très peu d'objets dans mon bureau, des petites figurines, une ferme qui fait office de maison, et puis des barrières qui m'ont été léguées par certains de nos maîtres ici, qui permettent de regarder la vie psychique de l'enfant. En tout cas, moi, je travaille à l'ancienne. Voilà, même si je sors des données nouvelles, avec les enfants, je travaille à l'ancienne, avec des jouets, très peu de jouets, et je regarde comment marche le psychisme de l'enfant, et je me fie à ça, et je me fie à mes capacités de le comprendre. Après, on fera d'autres choses avec lui. Mais en tous les cas, dans la consultation, c'est ce que je fais. Et dans la consultation traumatique, je peux vous dire que ça n'a jamais manqué. J'ai toujours repéré le jeu traumatique chez les enfants petits, de moins de 7-8 ans, où ils vont toujours répéter cette fameuse scène qui s'est produite, et surtout dans les traumas collectifs. Alors, sur les traumatismes de la vie intime, je mettrai plus de bémol là-dessus, parce que la sexualité de l'enfant, ça existe, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais dans les problèmes de traumatisme collectif, c'est impressionnant. J'ai des enfants qui prenaient Alors, j'ai rajouté dans ma panoplie un camion, il est là d'ailleurs, un camion de pompiers qui m'a été offert pour mon anniversaire par mon équipe, et puis une petite ambulance, et il y a un petit hélicoptère aussi. Et j'ai une petite fille que j'ai suivie dans les suites de notre attentat. Elle répétait tout le temps la scène où on venait chercher sa maman
avec l'ambulance, et on la mettait dans l'ambulance. Et chaque fois que je la voyais, et ça fait un moment qu'il y a eu cet attentat, elle est toujours pas en très bonne forme, alors que le garçon va beaucoup mieux. Mais cette scène se répète encore des années après. Alors là, je vous ai montré comment on a pu travailler avec un enfant que j'ai rencontré, qui était un petit garçon qui devait avoir 4 ans, ou 4 ans et demi, je ne me souviens plus, la première fois que je l'ai vu, autour de 4 ans, et qui avait pris les figurines tout de suite pour les poser sur la table et les allonger. Il n'a rien pu faire d'autre. C'est un enfant qui restait pendant les 30-35 minutes de moments qu'il a passé avec moi à ne pouvoir rien faire de plus. Ni prendre une feuille de papier, ni être capable de produire un dessin. Il était vraiment complètement figé et resté figé face à cette scène. Donc on peut imaginer à ce moment-là qu'il y avait une dissociation péritraumatique, puisque c'était le lendemain du 14 juillet et je ne pouvais pas savoir ce qu'il allait se passer. Alors, est-ce que j'ai dû pas suffisamment bien travailler? Toujours est-il que ça a duré un temps suffisamment long avant qu'il arrive à débrouiller ce jeu traumatique pour faire venir le camion de pompiers, qu'il le prenne dans la bibliothèque qui est dans mon bureau, qui est à la portée des enfants, et qu'il le mette sur la table pour jouer, et puis que finalement il arrive à amener les victimes. Tout ça, c'est accompagné par de tout petits mots, de temps en temps, jusqu'à la maison où on va les réparer. Et là, quand même, c'est un soulagement. Enfin, on est arrivé à quelque chose d'un petit peu différent. Il y a un mouvement psychique qui s'opère vers un progrès, vers une façon de comprendre, d'accepter le traumatisme et d'accepter que tout le monde ne va pas mourir ou que lui-même ne va pas être mort psychiquement de ce qu'il a vécu. C'est comme ça que je le comprends. J'ai du temps encore ou pas ? J'y vais. J'y vais. Bon. Alors, je vais vous parler un peu des parents aussi. C'est ça, c'est vraiment passionnant pour nous d'entrer en relation avec ces familles qui ont vécu ces traumatismes quand ils les ont vécus tous ensemble. Père, mère et enfants, grands-parents, cousins, cousines. Eh bien, c'est une vraie réalité. Les sentiments de culpabilité des victimes, ça existe. Aussi paradoxal que ce soit, l'être humain est ainsi que plus on est victime et plus on se sent coupable de l'avoir été. La plupart des parents que j'ai vus m'ont dit pourquoi je suis allée à cet endroit-là. Pourquoi j'ai amené mon enfant? Je n'ai pas été en capacité de le protéger. Je suis nulle. Des gens qui ne pouvaient même plus partir en vacances, qui s'interrogeaient en permanence sur leur capacité d'être parents et qui pensaient qu'ils étaient des mauvais parents. Donc ça, je crois que on peut faire un travail très, très simple et très utile, surtout dans les débuts et même après, en disant à une mère ou à un père, un couple aussi, que non, c'est pas ça. Qui sont de bonnes personnes et de bons parents, des phrases très simples que vous allez prononcer, qui ont un impact majeur pour la suite de leur vie. Quand ils viennent nous voir, ça représente quelque chose de très important. Alors, moi, je m'occupe d'un groupe pour les parents, là, de victimes, des gens qui sont souvent dans des difficultés, très grande précarité à tous les niveaux. Et ça prend quand même beaucoup de temps pour qu'ils sortent aussi de la honte d'avoir vécu ça. La culpabilité et la honte, c'est vraiment les deux jambes qui malheureusement ont été coupées, fauchées par l'événement traumatique pour ces personnes. Et donc on travaille beaucoup autour de ça, en les accompagnant petit à petit. Donc la difficulté, je l'ai mis de retrouver un positionnement parental. J'ai mis par exemple la décision à prendre devient difficile. Et ça, c'est des familles où partir en vacances, c'est une question.
parce qu'il y a les symptômes d'évitement, donc nous on les entend en tant que psychiatre. Tout ça, ça va impacter leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, est-ce que je dois prendre l'avion, est-ce que je prends la voiture, est-ce qu'il va se passer quelque chose, et s'il arrive quelque chose, ça sera ma faute. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois rester pour la commémoration? Est-ce que je dois partir pour la commémoration? Est-ce qu'il va y avoir plus de symptômes, enfin, et etc. Et ça n'arrête pas. Vous voyez, c'est vraiment le fonctionnement traumatique qui se met en route aussi dans leur fonction parentale. Ça, c'est un gros travail à fournir avec eux. Alors, s'ils souffrent en plus d'un trouble de stress post-traumatique, là, c'est la catastrophe. Et là, le plus frappant dans la naissance de la psychopathologie, de ce type de psychopathologie, je l'ai vu avec les tout petits, hein, les enfants de moins de 3 ans, quand il y avait des parents, pères ou mères, qui étaient eux-mêmes envahis et qui vraiment n'étaient pas en relation avec leur enfant. Et on voyait la souffrance de l'enfant pendant les consultations se développer sous nos yeux. C'est très impressionnant de faire face à ça. Alors, pour revenir à des choses moins cliniques, mais non négligeables parce qu'il faut en tenir compte dans la clinique, ce qui est caractéristique du psychotrauma et du traumatisme, c'est que le traumatisme est lié à des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe sans avoir en tête tous ces facteurs de risque. Ils vont moduler les réponses que nous allons avoir. Comme je vous le disais, on n'est pas seul face au trauma. On est avec des tas de choses et notre environnement. Donc, plus les populations sont précaires et vulnérables, et plus c'est grave. Le défenseur des droits des enfants, il était stupéfait, il me dit « ça c'est extraordinaire ». Non, c'est une notion que tout le monde connaît depuis longtemps. Plus les populations sont vulnérables, et plus elles vont être à risque de développer un trouble de stress post-traumatique par la suite. Plus elles sont précaires. Plus le niveau d'exposition, on l'a dit, la perte, la surexposition médiatique, on commence à en parler. S'il y a eu séparation avec les parents, la grande erreur qui a été faite, par exemple, par nos collègues antérieurs, et notamment nos collègues britanniques, qui ont été les premiers à travailler sur le psychotrauma de l'enfant, avant que ça retombe dans l'oubli pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'ils avaient le fantasme que si on sépare l'enfant des parents, ça ne sera pas si grave que ça, et que même beaucoup de pédopsie, la pédopsie, elle a été infiltrée par ça. Enfin, pendant très longtemps, elle a été émaillée de cette pensée-là. Et je remercie Marcel Ruffo, j'en profite, pour dire qu'il est venu visiter mon service, il ne doit pas s'en rappeler, mais moi je m'en souviens, il y a une vingtaine d'années, et qui m'a dit « Ah, vous voyez les anorexiques, vous pratiquez la parentectomie. » Et là, j'ai eu une honte. Eh bien, ça m'a fait réfléchir. Et je peux vous dire que nous ne séparons plus les anorexiques depuis 20 ans, qu'elles vont aussi mal et aussi bien, peut-être un peu mieux en tous les cas, mais au moins on les traite d'une autre manière, de façon beaucoup plus humaine, et on entend la psychopathologie derrière, qui est quand même une problématique de séparation fondamentale. Donc séparer les enfants avec les parents, toutes les études le montrent, c'est une ânerie qu'il ne faut pas continuer à faire, et surtout quand l'enfant est tout petit. Ça m'a valu beaucoup de déboires dans les Alpes-Maritimes. J'ai toujours dit, même en psychiatrie, vous ne séparez pas l'enfant de ses parents, c'est pas possible. Se pose la question quand ce sont des parents abuseurs. Là, ça, c'est une autre question. L'ajustement parental, c'est-à-dire la capacité des parents à être en écoute de la souffrance de leur enfant. Et vous imaginez, quand il y a une catastrophe collective où tout le monde est impacté, cet ajustement parental, il vole un éclat. Le fonctionnement antérieur, s'il y a surtout une psychopathologie antérieure, là, on risque d'évoluer vers des troubles beaucoup plus graves. Alors, s'il y a des facteurs de risque, bien sûr, il y a des facteurs de protection, et il faut les connaître, parce que notre boulot, à nous tous, psychiatres, travailleurs sociaux, enseignants, tous ensemble, c'est de les soutenir pour promouvoir l'amélioration de l'enfant. Bonne qualité des relations familiales. Bonne relation avec les enseignants. Très, très important, le rôle de l'enseignant. Bonne relation avec les copains. Bon, ça, c'est un grand classique. C'est la première question que j'apprends à poser à mes internes. Demandez au petit s'il a des copains, le nom de ses copains. Et rappelez-vous, à la consultation suivante, notez bien le nom de ses copains pour les lui dire et montrer combien ça vous a intéressé qu'il ait des liens avec ses camarades. Ça, c'est un ciment de la vie psychique de l'enfant. La participation à l'école, à la vie de l'école, comment ça se passe, c'est très très important, et aux activités à côté.
La capacité à demander de l'aide, hein, ça nous vient des théories de l'attachement. Les théories de l'attachement ont beaucoup travaillé la question que plus l'attachement est sécure et plus nous serons en capacité de demander de l'aide, et de l'aide à la bonne personne aussi et au bon moment, hein. Et ça, c'est un vrai facteur de protection, et on peut le transmettre en tous les cas aux familles, qu'il n'y a pas de, surtout dans les familles traumatisées où la honte et la culpabilité sont si prégnantes, qu'il n'y a pas de honte à venir demander de l'aide quand on a été victime. Bien au contraire, bien au contraire. Et bien sûr, l'absence d'abus de substances, hein, qui est aussi un facteur de risque. Alors, ça, c'est un peu disruptif, mais je le dis, c'est un peu choquant. Est-ce que nous entrons aujourd'hui dans une ère du traumatisme? Je ne pense pas. Hein. Mais je le dis pour que ça interpelle et qu'on fasse quelque chose, parce qu'il est quand même temps à la fois de comprendre ce qui se passe et d'agir, notamment sur l'impact cumulatif des traumatismes dont je vous ai déjà parlé. Mais comme je vous l'ai dit, le traumatisme provoque de la méfiance, de la défiance, un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans les autres. Ça va altérer notre vision aussi des institutions. Ça, genre, je l'ai vu tous les jours. Je l'ai vu avec les associations de victimes, malheureusement, les pauvres. Je l'ai vu avec les victimes qui n'ont plus confiance dans la capacité des institutions de les protéger. Et là, on voit ce qui se passe, hein, sur des enjeux aussi qui vont bien au-delà de notre profession, qui peuvent être des enjeux politiques. Donc ça, c'est assez terrible. C'est-à-dire que les piliers de sécurité ne sont plus du tout, sont vacillants après un trauma, une catastrophe collective. On le voit, par exemple, dans des pays, alors bon, je ne vais pas parler... je ne prends pas position, hein, que ce soit clair. Ce qui se passe en Israël, aujourd'hui, il y a une fracture dans la société. C'est-à-dire, les gens ne peuvent plus du tout faire confiance à leur gouvernement, et ça va très très mal. Donc, quand il y a eu des catastrophes collectives, la société, enfin, ceux qui sont là pour nous sécuriser ne semblent plus être en mesure de le faire, et c'est très très grave, parce que ça veut dire à ce moment-là que s'ils ne sont pas disponibles pour nous, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Vers où allons-nous, hein? Donc ça, je crois que c'est très important. Alors j'avais mis un petit topo, je ne vais pas le faire, sur les traumatismes cumulatifs versus les traumatismes complexes. Pour ceux que ça intéresse, je vous le ferai passer. À ne pas confondre, hein. C'est une confusion que font la plupart des professionnels. Ça n'a rien à voir. Le traumatisme cumulatif, ce sont des traumatismes qui peuvent se passer dans n'importe quelle période de la vie, qui sont souvent des traumatismes collectifs ou parfois des traumatismes de la vie familiale et qui se répètent soit de façon régulière ou qui se sont répétés, tandis que le traumatisme complexe, ce sont toujours des traumatismes qui ont été vécus plus tôt dans la période de l'enfance, la plupart du temps des traumatismes de la vie intime, familiale, et qui vont impacter de façon très profonde le développement de l'enfant, et dont le symptôme principal n'est surtout pas le trouble de stress post-traumatique, mais donne une expression psychopathologique très forte. Nos enfants de l'ASE, malheureusement, souffrent majoritairement de troubles complexes. Beaucoup de travaux l'ont montré, notamment en France. Là, c'est Guillaume Bronsard qui a fait tout ça, qui a montré sur des cohortes d'enfants qu'il y avait un impact à long terme pour les enfants qui ont vécu des traumatismes complexes. Donc, c'est pas mon sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette propagation, en tous les cas, du psychotrauma dans la société? Et surtout, moi, une question que je me pose, éthique, tout le temps, parce que c'est bien, on a monté un centre psychotrauma pédiatrique après le 14 juillet, mais comment allons-nous répondre à un grand nombre de populations qui sont impactées par le psychotrauma? La surmédicalisation n'est certainement pas la bonne réponse, et peuvent occulter surtout les besoins de soutien psychosocial dont on a vu combien ils étaient importants. Un autre sujet, je m'arrêterai sur cette dernière idée, je voulais vous montrer, je vous montrerai quand même le résultat principal du travail que j'ai réalisé sur la cohorte des enfants du 14 juillet. Une idée qui me paraît importante à réfléchir, c'est cette histoire de l'intrication entre la sphère collective et la sphère intime.
C'est-à-dire que ce que nous avons bien repéré dans notre pratique, enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est toutes ces personnes et ces familles qui ont été impactées par un traumatisme collectif, eh bien, vont développer, vous l'avez vu, parmi leurs symptômes aussi, des difficultés intrafamiliales, et qu'on observe malheureusement des traumatismes de la vie intime qui vont se surajouter aux traumatismes de la vie collective. Et dans l'autre sens, les personnes qui ont été impactées par des traumatismes de la vie intime sont des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables face au traumatisme collectif et qui vont développer beaucoup plus de troubles de stress post-traumatique. On le sait. Donc, tout ça crée quelque chose qui est très, très, très ennuyeux pour ces personnes-là, qui vont avoir des répercussions pour leur vie personnelle, mais aussi pour l'ensemble de la société. Donc, je vous passe les niveaux d'intervention tels qu'ils sont reconnus. Et je vais vous montrer quand même... donc là, vous avez les références, je vous le ferai passer. Donc, le centre d'évaluation pédiatrique qui a ouvert le 1er janvier 2017, on a très vite maillé à la fois les soins et la recherche épidémiologique. C'est-à-dire que dans l'équipe, il y a à la fois des psychologues chercheurs et des psychologues cliniciens. Et d'ailleurs, les psychologues chercheurs font de la clinique et les cliniciens font de la recherche. Tout le monde se forme et travaille ensemble. Ça, c'est vraiment une richesse exceptionnelle. C'est une chance parce que ça a été créé des nouveaux. Je ne crois pas que sur une institution qui existe déjà, on soit en mesure de faire ça. C'était une chance parce qu'il y avait une école de psychotrauma à Nice, de pouvoir le faire. Donc, beaucoup de psychologues qui avaient des PhD spécialisés psychotrauma, qui avaient réalisé leur thèse. Elles étaient prêtes, elles étaient là, elles avaient fait leur stage dans mon équipe. Et je les ai recrutées, on a travaillé ensemble et on a construit ce centre qui marche pas mal, comme il a été dit. On a vu beaucoup de patients depuis. Alors bien sûr, c'est pas toujours... il y a des difficultés, mais dans l'ensemble, on arrive quand même à faire un certain nombre de choses. Donc on a réalisé plus de 8000 consultations. On l'a dédié à l'enfant et sa famille, avec des parcours de soins spécialisés. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'intérêt de ce genre d'expérience. Ça, on l'a publié, vous voyez, dans Frontiers. Ici, vous voyez les consultations qui ont été réalisées entre 2017 et 2019. Donc, en bleu, vous avez le nombre de consultations pour l'attaque terroriste du 14 juillet. Mais vous voyez que, finalement, comme on a commencé à avoir une visibilité, on a reçu des enfants pour d'autres types de traumatismes. Alors ça, je l'ai publié. Pourquoi ? Parce que dans d'autres pays que le nôtre, d'abord, c'est, à ma connaissance, encore le seul centre pédiatrique qui a eu vocation à ouvrir après une catastrophe collective pour le psychotrauma de l'enfant en France. Et par ailleurs, dans les autres pays, ce qui se passe, notamment par exemple aux États-Unis, on va monter un centre psychotrauma dans les suites de l'ouragan Katrina ou dans les suites d'un mass shooting dans une école. Et puis, on va le laisser pendant 2-3 ans et après, on le déplace ailleurs. Tandis que nous, en France, on a une continuité. Donc, on a voulu montrer que c'était vraiment très pertinent qu'il y ait cette continuité. Et là, c'est pour le nombre d'enfants suivis. Pareillement, vous voyez quand même que de 2017 à 2018, on a toujours des enfants qui étaient suivis pour l'attentat et pour les autres types de traumas, ça a augmenté. Donc, c'est globalement très intéressant. Ça, c'est le type de traumatisme. Je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça, mais je vais vous montrer quand même les principaux résultats qui ont été publiés après le programme de recherche 14 juillet. C'est des résultats intermédiaires. Sur 217 sujets, nous avons une cohorte de 900 enfants que nous continuons à suivre. Donc, tous les 2 ans, on les réévalue pour voir quelle est l'évolution. On réévalue les enfants et les parents, systématiquement. Donc, voilà. Ça, c'est une lettre qu'on a publiée dans la revue JAMA qui montre les différents types de troubles sur les 217 enfants consécutifs, patients consultants au centre après
uniquement un attentat du 14 juillet. Ce qu'on voit, c'est que c'était principalement des garçons, 51% de moyenne d'âge de 9 ans, 62% de troubles de stress post-traumatique, mais en population consultante, et des troubles associés, dont vous voyez notamment les troubles anxieux et le TDAH, les troubles dépressifs et le trouble du contrôle de l'impulsivité. Mais surtout, voilà, alors ça c'est le résultat qui nous a le plus intrigué dans l'équipe quand on a travaillé et qui a beaucoup intéressé, c'est pour ça qu'il a été publié de cette façon-là. Ce que nous avons retrouvé, c'est que le trouble de stress post-traumatique présentait le même taux de pourcentage, quel que soit l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que tous les enfants, quel que soit leur âge, étaient impactés de la même proportion et développaient le fameux trouble de stress post-traumatique tel que je vous l'ai décrit, qu'il soit petit ou qu'il soit adolescent. Ça, c'est une vraie question. Après, on a des variations, voyez-vous, sur les autres symptômes, le TDAH ou le symptôme dépressif, qui est beaucoup plus important chez les adolescents. Par contre, vous voyez que sur le TSPT, on a cette courbe qui est beaucoup plus compacte, et que, quel que soit l'âge, les enfants vont présenter ce type de symptômes. Je vous montre aussi ça, parce que ça, c'est en cours de publication. C'est un modèle de régression logistique où on a étudié ces fameux facteurs de risque que je vous ai présentés. Et donc là, on a montré que les facteurs de risque qui allaient conditionner le plus de risque d'avoir un trouble de stress post-traumatique après l'attentat du 14 juillet, c'était avoir un trouble associé, psychopathologique, un TDAH par exemple, la peur subjective, et non pas le degré d'exposition, mais la peur subjective qu'a ressenti l'enfant au moment de l'attentat. Ça peut être un enfant qui a été cloîtré dans une porte cochère, un enfant qui était sur la plage, un enfant qui était dans une rue, mais la peur subjective est vraiment le premier ordre, et les symptômes maternels, et non les symptômes paternels. Alors pour terminer sur la mère, puisque finalement on en revient à elle, eh bien, pour essayer d'y comprendre quelque chose, je me suis retournée vers des travaux récents, notamment des travaux que je trouve tout à fait passionnants qui sont réalisés. Je vous conseille de les lire. Elle a sorti un bouquin qui va être traduit en français par un professeur qui travaille au Mont Sinai Hospital, qui est une lumière dans le domaine du psychotrauma, qui s'appelle Rachel Yehuda. Il n'est pas facile d'entrer en relation avec elle parce que c'est une star internationale. Mais elle a montré quelque chose. Elle a montré que sur les secondes générations des populations de l'Holocauste, eh bien, il y avait ce qu'on appelle des modifications épigénétiques qui se transmettaient de génération entre génération. Et ce qu'elle dit, c'est que finalement, 2 générations après, il semblerait que les enfants de survivants vivent à l'intérieur d'eux-mêmes les feux de l'enfer de façon encore plus douloureuse que leurs grands-parents. Donc ça, et elle a démontré que c'était lié à une modification de l'expression des gènes via une différence de méthylation qui se transmet sur les différentes générations. Donc, pour conclure, j'ai dit beaucoup de choses. Vous retiendrez ce qui vous y intéresse dans votre pratique. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, et loin de là, et je l'espère d'ailleurs. Mais quand même, il faut alerter sur les risques des troubles de stress post-traumatique dans les suites des traumatismes collectifs, et notamment pour les enfants. L'intérêt de construire des centres dédiés. Alors, on n'est pas riche maintenant en France. La santé, tous les journaux le disent, ça casse la figure, mais ça vaut quand même le coup de faire quelque chose. La nécessité de consolider l'épidémiologie en France. L'épidémiologie en France, elle est un des pays européens les plus mauvais en épidémio, mais on va progresser et c'est très très important pour les enfants. Et développer des niveaux de prévention si c'est possible, mais vu que déjà le niveau de soins, moi je pense que partout tout le monde dit qu'il faut développer la prévention, développons aussi le soin
pour ceux qui sont déjà très impactés. Donc, pour espérer que nous allons passer de ça à ça chez nous, hein, ça serait bien. Et donc, j'en profite pour remercier l'ensemble de mon équipe avec qui je travaille à Nice, qui fait un travail absolument formidable, et toutes les personnes qui nous ont fait confiance dans cette aventure et qui ont soutenu les financements, hein, qui ont été très très difficiles à obtenir au début. Et coup de chapeau aussi à Marcel Ruffo qui m'a aidé à publier mon livre. Donc c'était une vraie chaîne de solidarité qui nous a permis de faire tout ce travail. Voilà, je vous remercie. Bon, je vais peut-être commencer avant que Marcel arrive. Merci beaucoup pour cet exposé très, très riche, très, très vivant, même si c'est vrai qu'on a intérêt à être optimiste. Sinon, ça devient compliqué dans notre société. Mais je crois que globalement, les pédopsychiatres, en général, on est assez optimistes et c'est une bonne raison pour faire ce métier. Alors, je voudrais partager un petit peu des choses qui m'ont vraiment beaucoup intéressée et résonné dans ce que vous avez dit. Je vais dire un petit peu en vrac, mais j'espère que ce ne sera pas trop embêtant pour y répondre ou réagir. D'abord, c'est vrai que je trouve très intéressant cette réflexion sur est-ce qu'on dit victime ou survivant. Et c'est vrai que alors la clinique du trauma, elle est souvent invoquée aujourd'hui, même quand il n'y a pas eu des gros traumas dans l'histoire des personnes. Et c'est vrai que c'est notamment chez les adolescents et chez les familles, parce que c'est vrai que c'est cette dimension de déculpabilisation. Si mon enfant il a un problème, c'est qu'il a vécu un trauma, ou si j'ai des problèmes, si j'arrive pas à aller à l'école, etc. Bon, donc c'est souvent mis en avant, et avec cette identité de victime. Alors c'est vrai que c'est important d'avoir cette reconnaissance, mais en tout cas dans ma perception, c'est aussi important des fois de s'en décaler et d'être plutôt sur l'autre versant qui est de résilience, ou d'avoir survécu, et d'avoir surtout d'insister sur la capacité de rebondir et d'aller de l'avant. Ce qui fait aussi écho à ce que vous disiez, que le trauma, en fait, le problème, c'est justement de ne pas pouvoir aller de l'avant et que ça tourne en boucle. Et voilà, je me demandais, c'est aussi souvent des questions que les parents et les ados nous posent, c'est qu'au niveau des thérapies spécifiques, comment on fait pour passer à autre chose? Alors, il y a la question de l'EMDR, et je voulais savoir un petit peu spécifiquement comment ça s'utilise. Est-ce que vous l'utilisez avec les enfants et avec quel succès? Vous parliez des psychotropes aussi. Donc ça, moi, j'en ai pas du tout l'utilisation chez les enfants dans cette indication. Voilà, peut-être je vous laisse répondre sur ces deux questions. Oui, il y a plusieurs questions. Alors, la question de la psychothérapie, c'est la question qui est au cœur du psychotrauma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les recommandations sont très claires, comme d'ailleurs la plupart des psychopathologies de l'enfant. La première intention, c'est la psychothérapie. Alors, aujourd'hui, il existe de nombreuses psychothérapies ciblées pour le psychotrauma de l'enfant. Validées. Alors, bon. Nous, en France, nous faisons quand même ce que les Américains, ce que les Anglais appellent la thérapie relationnelle, c'est-à-dire quand même fondée sur la thérapie psychodynamique, comme je vous en ai parlé, et qui marche. C'est prouvé, elle marche dans le psychotrauma. Bon. Après, il y a des TCC spécialisés Focus Trauma. Je ne connais pas bien parce que je ne sais pas le faire, mais dans mon équipe, nous, on travaille de façon intégrative. C'est-à-dire qu'on propose, en fonction du profil de l'enfant, il y a des enfants qui n'ont pas du tout accès à la symbolisation, des enfants qui ne viendront pas sur un temps long. On peut proposer des thérapies trauma-focus, et surtout quand il y a des symptômes qui sont très déjà enquistés, on va essayer de faire quelque chose. Donc ça marche, c'est validé. Le MDR n'est pas validé chez l'enfant, clairement. Actuellement, j'ai 2 doctorantes qui travaillent dessus dans l'équipe,
qui vont tenter de faire une étude pour valider le EMDR versus thérapie cognitivo-comportementale focus trauma. Pour voir et c'est pas validé chez l'enfant, c'est pas validé chez l'ado non plus. Et chez l'adulte, l'adolescent si. Ah, chez l'adolescent, non, c'est pas validé chez moins de 18 ans, le EMDR. Ce n'est pas validé chez moins de 18 ans. Par contre, ce que je peux vous dire, oui, c'est pas validé chez moins de 18 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Alors je sais que j'ai rien contre le MDR. Hein. Il y a dans mon équipe, j'ai fait former l'équipe à l'EMDR par EMDR France. Dans mon expérience personnelle de praticien, je trouve que ça marche bien, surtout avec les ados et surtout dans les problèmes de traumatisme de la vie intime, dans les viols d'adolescents. Ça marche vraiment très bien. Ça amorce quelque chose et ça permet de sortir rapidement quand même des symptômes secondaires. C'est ce que je peux dire sur le MDR. Après, il faut quand même rester prudent. Ce n'est pas possible que ça remplace tout le reste. C'est pas possible. Donc, pour bien traiter un enfant qui a un psychotrauma, il faut avoir une bonne évaluation, une bonne connaissance clinique pour donner une bonne indication de la psychothérapie qui sera la plus appropriée pour lui, que ce soit le MDR. Et le MDR ne sera peut-être pas suffisant. Le MDR, je ne sais plus combien, 12 ou 13 séances. Une fois que c'est terminé, il faut quand même réévaluer pour savoir dans quel état est l'enfant. Et le revoir ensuite pour voir s'il y a persistance. On ne sait pas si le MDR donne une persistance à long terme des effets positifs. Ça, on ne le sait pas non plus. Donc, il faut avoir une certaine vigilance par la suite. Pour les traitements, il n'y a qu'un traitement qui est validé d'efficacité chez l'enfant. C'est la sertraline, à faible dose. Après, ils m'ont jamais prescrite, je crois. Jamais été nécessaire, vraiment. Enfin, ça ne marche pas très bien sur le TSPT chronique, hein, il faut dire ce qui est. C'est validé pour marcher sur quoi, en fait? Sur quels symptômes? Les reviviscences. Et l'anxiété, bien sûr. Et tous les syndromes d'éveil. Reviviscence et symptômes d'éveil. Moi, dans ma pratique, je n'ai pas trouvé que c'était... Voilà. Ou dans les troubles associés, quand il y a une dépression associée, ça ne marche pas si mal que ça. Ou dans les troubles anxieux aussi. Par contre, ce qui vient des États-Unis, je n'ai pas une pratique importante. On pratique, nous, surtout la psychothérapie. Dans toutes ses formes. Voilà, dans toutes ses formes, y compris la psychothérapie corporelle. Ça, c'est une spécialité française. La psychomotricité, ça marche super bien avec les enfants. Va arriver très vite d'outre-Atlantique les psychodysleptiques. Donc là, il y a des validations qui sont quasiment terminées chez l'adulte et qui sont en cours chez les adolescents, y compris dans des pathologies comme l'anorexie mentale. Les psychodysleptiques, les champignons hallucinogènes à très faible dose. C'est la grande nouveauté après les neuroleptiques là, qui arrive via des mécanismes de fonctionnement principalement, je ne voudrais pas dire une bêtise, dopaminergiques. Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, je ne suis pas une spécialiste. Hein. Je les ai vus parce que j'étais aux États-Unis, il n'y avait que des sympos là-dessus. C'est le grand truc. Et il semblerait que ça fonctionne dans le psychotrauma. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Nous, en tous les cas, moi, ce que je pratique, c'est surtout la psychothérapie pour l'enfant. Psychothérapie familiale, marche très bien. Psychothérapie multifamiliale. Psychothérapie TCC, EMDR parfois, enfin, même assez souvent on le fait. Et psychothérapie psychodynamique, bien entendu. Voilà. Groupe de parents, groupe thérapeutique, sous toutes ses formes. Et au-delà, hein, je vais ouvrir, au-delà, comme vous l'avez entendu, je crois aussi qu'il faut savoir se décaler du sanitaire, utiliser les pratiques de l'art, le théâtre, ça marche très bien dans le trauma. Ça marche très très bien dans le trauma. Je dis même pas l'art-thérapie. Hein. L'art en tant que tel, la production, la capacité de soutenir la créativité de l'enfant, ça va fonctionner. Merci beaucoup. Oui. C'est vrai qu'on se dit...
ça paraît une pente assez vertigineuse de se dire les psychodysleptiques, l'ayahuasca et les cérémonies chamaniques. Voilà, comme c'est en plus un diagnostic dont peuvent se saisir des personnes, et des parents. Donc voilà, est-ce qu'on va pas être amené à devoir répondre à des parents qui nous demandent si on peut prescrire des champignons hallucinogènes pour que leur enfant aille mieux? Ouais, on sera peut-être pas très à l'aise. Ça se diffuse dans tous les milieux, les gens posent les questions, mais en fait, je recherchais les papiers là-dessus. En fait, les psychodysleptiques sont utilisés à très très faible dose. C'est pas du tout. C'est quand même assez sérieux. Je crois que les études qui ont été faites randomisées semblent montrer qu'il y a des résultats. Donc c'est l'utilisation à extrêmement faible dose des psychodysleptiques à effet psychotropique. C'est pas le champignon hallucinogène. Et pour en revenir aussi sur le corps, moi j'avais deux petites questions. Quand vous disiez que chez l'enfant, ça augmentait la proportion de troubles somatiques, on parle de somatisation un peu classique, on fait mal au ventre, j'ai mal à la tête, etc. Ou aussi de maladies diagnostiquées sur le long terme. Oui, alors ce qu'on sait, c'est une question très importante. Ce qui est connu dans le psychotrauma pédiatrique, c'est qu'il peut être un facteur avec d'autres facteurs qui va favoriser le déclenchement de maladies somatiques chroniques, notamment le diabète étant la première maladie la plus connue, la plus réputée étant liée au psychotrauma. Bien sûr, il y a ce que vous appelez somatisation, l'expression somatique des symptômes psychiques, mais les maux de ventre, on ne sait jamais trop ce que c'est. L'asthme, en tous les cas, ça a été relié, notamment par des études chinoises, je crois, de mémoire, comme étant très lié sur des urgences. Nous, on a regardé sur les urgences pédiatriques, on n'a pas trouvé. Ça, c'est une implosion de l'asthme dans les suites du 14 juillet, ça n'a pas marché. Et dans mon expérience, par exemple, on travaille sur 3 cas de jeunes filles. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé, mais on en a quand même 3, c'est beaucoup, je trouve, qui ont déclenché un lupus. Ça, c'est quasiment pas décrit dans la littérature. Donc, il y a des tas de questionnements, effectivement, sur le système immunitaire et auto-immun dans les suites des psychotraumas collectifs. Après, il faut être très prudent. Pour le diabète, c'est réputé. Il faut rechercher les troubles somatiques associés. Ou pour les pédiatres, il faut rechercher des psychotraumas. Et enfin, dernière question, ensuite je passerai la parole à Ruffo. Quand vous décriviez dans les thérapies corporelles chez les enfants préverbaux, donc notamment les snozellen, tout ça, est-ce que ça diminue les symptômes de façon immédiate? Est-ce que aussi sur le long terme, vous avez l'impression que ça diminue la recovery globale, quoi? Est-ce qu'on a l'impression que ça a aidé à ce que la mémoire traumatique soit processée, ou ça, on n'a pas trop de données là-dessus? Je pourrais pas répondre. La thérapie corporelle, elle est très utile chez l'enfant qui est préverbal et ou l'enfant qui a des très grandes difficultés d'accès au langage, ou à la symbolisation, à la verbalisation. Mais je crois qu'elle ne suffit pas à elle seule. C'est vraiment un adjuvant très nécessaire et très aidant. C'est bien de l'accompagner d'autres choses, surtout pour les enfants qui présentent des troubles de stress post-traumatique déjà bien établis, soit des groupes de parole associés, des groupes de contes, voire éventuellement... alors là, on est en train d'essayer de regarder le MDR chez les tout-petits, si ça a une efficacité. C'est bien, quand le trouble de stress traumatique chronique, c'est une maladie sévère, ça impacte beaucoup l'enfant, donc c'est bien d'avoir plusieurs outils à sa disposition pour répondre aux difficultés. Après, on tâtonne, notre boulot, c'est quand même l'artisanat. Il y a des études, il y a des données, mais ça reste un boulot d'artisan. Et heureusement, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Okay. Non, mais moi, je voulais vraiment vous remercier de nous avoir fait vivre quelque chose de bien difficile et qu'on a bien compris grâce à votre exposé. Et je vais juste donner un petit détail qui m'a renvoyé à la lecture du livre que vous avez publié dans la collection, là,
lorsque vous montrez les jouets, les jeux, l'ambulance rouge, etc., les petits bonhommes, là, on rentre vraiment dans une pratique psychothérapique extraordinairement précise et simple, quoi. Et dans le livre, on retrouve beaucoup de situations comme ça où on voit ce que les enfants expriment et donc qui est interprété par la pédopsychiatre à partir d'un jeu, un peu dans le grand classique de la pédopsychiatrie, c'est jouer pour comprendre, quoi. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui est assez passionnant dans votre pratique et dans tous les enfants que vous suivez. Ça commence donc par l'activité centrale, je pense aux tout petits, hein, et aux tout petits qui ont vécu ça, mais aussi aux plus grands. Pourquoi pas aussi certains adolescents qui sont peut-être moins accessibles à cette période, disons, maternelle et école primaire, quoi, pour le jeu, quoi. Et vraiment, merci beaucoup. Et donc, on va peut-être donner la parole à la salle qui ont certainement des questions à vous poser et des éclaircissements à vous demander. Est-ce qu'il y aura une question ? Là. Je voulais revenir sur ce que vous disiez sur la technique EMDR qui n'était pas validée. Du coup, je m'interroge, comment se fait-il qu'on puisse utiliser une technique sans qu'elle soit validée du coup sur les enfants ? On utilise un grand nombre de pratiques qui ne sont pas validées chez l'enfant. D'accord. Voilà, ma réponse c'est celle-là. Je suis pas sûre que le MDR ait des effets secondaires très, très sévères, donc je suis pas inquiète. La question c'est de savoir est-ce que ça marche ou pas. C'est surtout cette question. Elle n'est pas validée par rapport aux résultats en fait. Voilà, elle n'est pas validée par rapport aux résultats. Risque. Non, pas par rapport au risque. Il n'y a pas de risque. Par contre, par rapport aux résultats, on ne sait pas, surtout chez l'enfant petit, on ne sait pas du tout si ça marche ou pas. C'est difficile parce qu'en plus, bon, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est des collègues de la fac de psycho qui travaillent. On ne peut pas tout embrasser, je ne suis pas spécialiste de tout. Ils ont dû adapter les programmes pour les enfants tout petits de façon à ce que ce soit efficient pour des enfants de moins de 6 ans. On va voir. Je reviendrai dans 2 ans. Vous inviterez les jeunes doctorantes, elles viendront vous présenter ça. Merci. Non, je n'utilise pas l'hypnose. Il n'y a pas de personnel formé dans mon équipe à l'hypnose. À Vaison-la-Romaine, il y a une vingtaine d'années, il y avait eu une situation telle que cette situation à Nice, qui était due à une inondation épouvantable avec pas mal de décès. Et des médecins de Vaison-la-Romaine s'étaient mis à faire de l'hypnose justement pour aider ces gens à prendre des distances par rapport à ce traumatisme qui, bien sûr, avait créé les mêmes problèmes de stress post-traumatique que ce qui s'est passé à Nice. Alors, je vais vous répondre. Pourquoi nous ne sommes pas formés à l'hypnose, à plusieurs types d'hypnose. D'abord, parce que le MDR, c'est quand même une pratique qui dérive de l'hypnose et qui ne... Je ne voudrais pas dire choquer les gens qui font de l'EMDR, mais c'est une forme d'hypnose dégradée. Donc, ça me semblait déjà bien que nous ayons ça, et suffisant. Et chez les enfants, la pratique de l'hypnose dans le TSPT, là, de ce fait, ce n'est pas validé. J'aurais plus d'inquiétude à le faire. Surtout sur les reviviscences ou ce qu'on peut récupérer ensuite. Mais ça, c'est ma vision. Chez les enfants, je ne parle pas des adultes. Bonsoir. Vous parlez d'art-thérapie, mais aujourd'hui en France, c'est quand même c'est une certification par l'État, mais pas un diplôme, et il est difficile d'accéder à l'art-thérapie. Notamment, moi, j'en fais par rapport au théâtre. Pour des personnes, des enfants, même en situation de handicap, c'est compliqué. Je trouve que c'est très compliqué. Ça se développe très lentement. Je suis d'accord avec vous. Il y a encore beaucoup de réserves par rapport à ça. C'est dommage.
surtout dans la cause des psychotraumas. Je crois que, et au-delà de l'art-thérapie, c'est bon, une pratique qui a un cadre. Je pense qu'on peut même dire que ce serait bien de travailler avec des artistes. En tous les cas, dans la détresse, avant le trouble de stress post-traumatique. C'est encore en haut. Il faut que vous remontiez. Faites de l'exercice, là. Bonsoir à tous. J'aimerais revenir sur le trauma transgénérationnel. C'est quelque chose qui m'intéresse. Justement, quand on parle de trauma générationnel, est-ce que ça veut dire que, par exemple, un adulte qui ne se sent pas très bien, qui a des symptômes anxieux, mais qui n'arrive pas à se rappeler d'un souvenir désagréable, et c'est juste qu'il n'est pas bien, ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être voilà, juste de l'anxiété, mais on n'a pas d'image ni de souvenir. Justement, comment on peut accompagner cet adulte-là pour l'aider à comprendre son corps? Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, si j'entends, vous me parlez de l'amnésie traumatique. C'est ça votre question? C'est ça. C'est se sentir pas bien sans forcément mettre un doigt là-dessus. Okay. D'autant plus que les aïeux sont décédés. Une mère, par exemple, qui n'arrive peut-être pas à se rappeler. Okay. On peut prendre l'exemple, par exemple, je ne sais pas, d'une génération qui a connu, de quitter sa maison parce qu'on va lui prendre sa maison, ou qui a connu un grand-père qui est mort à la guerre. Alors, le silence dans les familles qui ont été traumatisées collectivement, que ce soit les génocides ou des traumatismes très violents comme l'ouragan Katrina, par exemple. Et il y a un très beau film, d'ailleurs, sur ce sujet, qui a été réalisé par mes collègues américains. Ça fait partie de l'histoire de ces familles. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé. Effectivement, ça ne se transmet pas dans le langage de génération en génération. C'est là que notre intervention est intéressante, parce qu'effectivement, la culpabilité, la honte viennent faire chape de plomb sur les victimes et sur les parents et les grands-parents, et on n'en parle pas aux petits-enfants. Alors, c'est quelque chose qui est en train de se modifier quand même dans la société. Le fait qu'on parle des psychotraumas collectifs, comme on le fait aujourd'hui, on peut espérer que ça va lever comme ça tout ça, et que ça va permettre que ça fait partie de la vie, et c'est pas une honte d'avoir été victime d'un génocide. C'est malheureusement inscrit dans notre histoire. Et puis, il y a l'inscription à travers, effectivement, la biologie qui pose question sur la transmission de génération en génération. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que c'est dit très différent de l'amnésie traumatique. L'amnésie traumatique, c'est autre chose. L'amnésie traumatique, c'est un symptôme qui est d'ailleurs sur lequel il y a débat, que l'on voit notamment lorsqu'il y a eu dissociation péritraumatique. La dissociation péritraumatique, c'est au moment où on ressent le traumatisme, il y a des phénomènes dissociatifs, c'est-à-dire vous dépersonnalisez, vous sortez de vous-même, vous ne ressentez plus rien, et peut-être associé à ce moment-là une amnésie traumatique, qui explique qu'on ne se rappelle pas de l'événement, notamment dans les problématiques de viol. C'est là-dessus qu'il y a un débat très important en France. D'accord. Donc ça veut dire que quelque part, il faut dire peut-être à nos enfants, mais notre histoire pour pas que la génération d'après ait peut-être ces symptômes silencieux. C'est ça que vous voulez dire? Je crois, moi, en tant que psychiatre, psychanalyste de formation, que c'est important de parler de notre histoire à nos enfants. Tout dépend des mots que nous allons mettre. D'où la difficulté. Et oui, les mots pour le dire. Ok. Merci. Il y a une dame là-bas. Dernière, oui, parce que j'en peux plus. The Last. Bonsoir. Je me suis demandé pendant du coup toute la conférence si vous alliez parler c'est une thérapie qui avait été mise en place, il me semble, après les attentats de 2015 à Paris,
avec un bêta-bloquant. Et je me suis demandé du coup si... Alors, bonne question. Oui, alors, le bêta-bloquant, c'est le propanolol. C'est ça. Voilà. Donc, il y a eu une étude qui s'appelle Paris même, mais qui vient pas de Paris, qui vient du Canada. Voilà. Je ne sais pas où ils en sont de leurs travaux là, sur les adultes, mais chez les enfants, je peux vous dire, puisque nous sommes un des centres constitutifs de l'étude chez l'enfant, pour l'instant, on patauge nous, avec le propanolol. Là, alors, il y a un débat gigantesque, puisqu'il y a des collègues, notamment français, l'équipe de Toulouse de Philippe Birme, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui ont publié des travaux contradictoires montrant qu'il n'y avait aucune efficacité du propanolol sur le TSPT chez l'adulte. Chez l'enfant, il y a zéro data aujourd'hui. Hein. Donc, grande prudence. Hein. Propanolol chez l'enfant, absolument pas indiqué. Parce que là, pour le coup, quand même, il peut y avoir des effets secondaires. Il faut manier ça avec grande prudence. Ok, merci. Voilà. Alors, dans le TSPT chronique et dans le cadre d'une étude, on peut essayer. Hein, mais prudence. C'est accompagné d'une TCC dégradée. Hein. Voilà, c'est la dernière des dernières. Il n'est pas seul. Hein. On prescrit jamais le propanolol tout seul, hein, même chez un adulte. Hein. C'est toujours accompagné de TCC dégradé. Oui, bonsoir. Vous avez parlé dans votre conférence. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la transculturalité. Je voulais savoir en fait si l'ethnopsychiatrie pouvait avoir une incidence dans la prise en soin des enfants, je ne sais pas, peut-être des adultes. Je peux entendre. Vous pouvez. Vous avez parlé de la transculturalité dans vos propos, et en fait, je me posais la question à savoir si l'ethnopsychiatrie, la prise en soin par l'ethnopsychiatrie de Tobin-Nathan, voilà, ouais, si du coup ça pouvait avoir un impact positif ou pas auprès des enfants, auprès des adultes, je pense que oui, mais auprès des enfants, est-ce que c'est quelque chose d'utilisé ou pas? Ah oui, c'est très utilisé en France notamment, hein, auprès des enfants, dans tout le service de Marie-Rose Moreau à Paris, le centre Primo Levi qui utilise ça. L'association santé mentale du 13e, ils font aussi des psychothérapies transculturelles, mais dans le cadre des enfants migrants ou de familles migrantes. Et c'est très très utile. Hein. Mais là, dans le cas d'enfants avec des troubles... Alors nous, on l'a pas utilisé dans le cadre de la catastrophe collective. Hein. Mais on le développe là pour toutes les problématiques de migration auxquelles nous sommes confrontés de façon vraiment extrême aujourd'hui. Et ça marche pas mal. Mais alors le problème de la psychiatrie transculturelle, je mettrais un petit bémol, c'est que ça demande quand même beaucoup de thérapeutes et une formation très importante. Tout le monde ne peut pas acquérir. Ça va pas répondre au plus grand nombre. C'est un peu disputé, c'est un peu fâché avec Marie-Rose là-dessus, mais on peut pas être. Il y a tellement d'enfants qui vont mal, on peut pas être toujours 3-4 thérapeutes, mais ça marche bien. C'est très intéressant. Un abord culturel pour comprendre certains symptômes. Parce que chez les migrants, on comprend pas grand-chose. Hein. Ils sont dans des états de détresse épouvantables. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup, professeur Askenazi, pour cet exposé. Très riche. Et donc, je vous dis à la prochaine. Et on vous communiquera le prochain épisode de l'UPA très bientôt. Merci.